14h12, mer Baltique, 40 km au large de Kaliningrad. Le ciel est grisacier, la mer est froide et plate. Rien ne bouge, puis, en 4 secondes, tout bascule. Un chasseur russe, Sukhoi Su-27, flanqueur B, jaillit de la couverture nuageuse à 965 km/h, moteur en post-combustion. Il ne s'annonce pas sur les fréquences de détresse internationale. Il ne répond pas aux appels radio de la tour de contrôle aérienne de Varsovie. Il n'a qu'un seul objectif, le MQ-9 Reaper qui patrouille à 7600 mètres d'altitude en mission de surveillance électronique pour le commandement européen des États-Unis, le EUCOM. Le Su-27 plonge sur le drone en approche frontale à moins de 15 mètres. Le pilote ouvre les réservoirs de carburant de convoyage. Des centaines de litres de kérosène JP8 se déversent directement sur le nez du Reaper. Les vapeurs inflammables sont aspirées par la prise d'air du moteur General Electric TP400. Le moteur du drone s'emballe puis s'étouffe, la pression de turbine chute à zéro. Le Su-27 effectue un tonneau contrôlé à gauche. Son aile gauche percute l'hélice bipale du MQ-9. Le drone entre en vrille plate. À Ramstein, en Allemagne, les écrans de la station de contrôle au sol GCS perdent le signal de télémétrie. Le flux vidéo EO/IR s'éteint. Le MQ-9 disparaît du radar primaire à 14h, 13 minutes et 47 secondes. Ce n'est pas un accident. C'est la première phase d'une opération planifiée depuis 6 semaines au sein du district militaire occidental de Moscou. Ce que les Russes ne savaient pas. À l'instant où le Reaper touche la surface de la Baltique, les batteries de missiles solaires S-400 Triumph, déployées sur la côte de l'oblast de Kaliningrad, passent en mode de verrouillage actif. Leurs radars de conduite de tir neuf, 2N6E, Gravestone, balayent l'horizon et accrochent les signatures radars de 3 destroyers américains de classe Harley Burke, l'USS Donald Cook, l'USS Porter et l'USS Ross, qui naviguent en formation à 90 km au nord-ouest. Sur les ponts de ces 3 navires, une alarme retentit. Pas une alarme de routine. Le son que les marins craignent le plus, le système AN/S LQ 32V6C-WIP qui annonce un verrouillage radar ennemi en mode de tir. Missile lock, mort imminente. Les Russes viennent d'activer leur chaîne de destruction complète, kill chain, et attendent que Washington cligne des yeux en premier. Ce qu'ils ignorent, les États-Unis n'attendaient que ce moment. 14h19, base aérienne avancée de Rzeszów-Jasionka, Pologne Sud-Est, 3 avions de transport C-17 à Globemaster 3 de l'US Air Force perçant les nuages bas. Leurs rampes arrière s'ouvrent avant même que les roues ne touchent le béton. En moins de 22 minutes, les véhicules de transport stockés dans leur soute roulent vers des positions prédéfinies dans la campagne polonaise, des coordonnées GPS que les équipages ont mémorisées lors de dizaines d'exercices. À bord de ces camions, le système d'armement Typhon M RC, Mid-Range Capability. Le Typhon n'est pas une batterie de missiles conventionnelle. En apparence, il est impossible à distinguer d'un camion semi-remorque commercial. Pas d'antenne visible, pas de radar, pas de signature thermique distinctive. Les satellites de reconnaissance russes, Persona et Condor FKA, survolent la zone toutes les 94 minutes. Entre 2 passages orbitaux, ces camions se fondent dans la circulation normale de la route nationale 19. Lorsque les véhicules atteignent leurs coordonnées de tir, les vérins hydrauliques entrent en action. Les conteneurs basculent vers le ciel à 85 degrés. Chaque lanceur révèle 4 cellules de lancement verticales chargées, 2 missiles de croisière, BGM-109, Tomahawk, Block 5 à guidage multimode et 2 missiles SM, 6 Dual 2, des intercepteurs capables d'engager des cibles balistiques, aériennes et maritimes. Portée maximale, 460 km pour le Tomahawk, 370 km pour le SM-6. Le Typhon vient de transformer la Pologne en porte-avions terrestre invisible. Derrière les lanceurs, Typhon, les batteries Patriot PAC-3 terminent leur déploiement. Les radars AN/MPQ 65 sont mis à niveau et synchronisés. Ils commencent à balayer le ciel en mode de surveillance passive, cherchant les signatures thermiques et radars caractéristiques des missiles balistiques russes Iskander-M. Ces radars fonctionnent en réseau via le protocole Link 16, un bus de données tactiques qui permet à une batterie Patriot de Lublin de parler à un lanceur Typhon de Rzeszów à 80 km de distance en moins de 200 millisecondes. Mais le vrai bouclier de ce réseau, ce sont les PAC-3MSE. Missile Segment Enhancement, ce ne sont pas des missiles à charge explosive classiques. Ce sont des intercepteurs hit-to-kill. Ils détruisent de leur cible par impact cinétique pur à une vélocité de fermeture supérieure à 4000 km/h. Aucune détonation, juste une désintégration totale. 14h31, la contre-mesure russe. Kaliningrad active le Krasuka 4.
Ce système de guerre électronique n'est pas une arme conventionnelle. C'est un émetteur de bruit électromagnétique large spectre capable de saturer les fréquences GPS entre 1227 MHz et 1575 MHz, les liaisons de données des missiles de croisière et les réseaux de communication tactique en bande L et bande S. Dans un rayon de 300 km, les récepteurs GPS des missiles Tomahawk ne peuvent plus calculer leur position avec une précision suffisante. C'est l'avantage asymétrique russe dans ce théâtre. Ils n'ont pas besoin de GPS. Ils connaissent la frontière polonaise par cœur, ils y sont déjà. La première frappe suit immédiatement le rideau électronique. Depuis une rampe de lancement mobile SS-26, dissimulée dans la forêt de Rominka, un missile balistique Iskander-M est lancé. Puis un deuxième, puis un troisième. 3 traînées blanches déchirant le ciel baltique, remontant vers 50 km d'altitude avant d'entamer leur trajectoire de descente quasi-balistique vers les positions patrio-polonaises. L'Iskander-M est un cauchemar pour tout système d'interception. Contrairement à un ICBM classique qui suit une trajectoire parabolique prévisible, l'Iskander exécute des manœuvres de vol aléatoires dans sa phase terminale, changement d'angle d'attaque jusqu'à 30 G, déploiement de leurres passifs et actifs et trajectoire aplatie à basse altitude pour saturer l'angle de vision des radars. Sa vitesse en phase terminale dépasse Mach 6, soit 7400 km/h. Les radars AN/M PQ-65 des batteries Patriot peinent à maintenir un pistage stable à travers le bruit électromagnétique du Krasuka 4. Le rapport signal sur bruit chute dangereusement. La stratégie russe est clinique. Utiliser le rideau électronique pour masquer la frappe, puis frapper pendant que les Américains cherchent encore leur cible dans le brouillard. La distance entre les missiles et la ligne défensive américaine se referme à plus de 2 km par seconde. C'est à ce moment qu'une anomalie apparaît sur les écrans de pistage. L'anomalie, l'un des 3 Iskander-M, maintient une trajectoire parfaitement rectiligne, sans manœuvre évasive. Sa vitesse est anormalement élevée, Mach 7,4. Il vole droit vers le centre exact de la batterie Patriot, la position du radar AN/M PQ-65. Trop simple, trop prévisible. C'est un leurre hyperbolique, un piège à intercepteur, conçu pour forcer les batteries patriotes à tirer l'intégralité de leur magazine sur un projectile bourré de charges à fragmentation, pendant que les 2 véritables ogives suivent dans son sillage, masquées dans le clutter radar généré par la destruction du leurre. Si les opérateurs américains tirent sur le leurre, ils vident leur lanceur et restent sans défense pour les ogives réelles. S'ils ignorent le leurre et qu'il s'avère être un missile réel, la batterie est détruite. Il reste 9 secondes. Les opérateurs de la batterie Patriot doivent choisir, tirer dans l'aveugle ou attendre un coup qui pourrait leur interdire de tirer encore. 14h33 minutes et 44 secondes, décision de tir. À J-9 secondes, la batterie Patriot engage. 4 missiles PAC-3 MSE quittent leur cellule de lancement en moins de 1,2 secondes. Les moteurs à propulsion solide Turkol poussent chaque intercepteur à Mach 4 en moins de 3 secondes. Les missiles montent en spirale serrée vers leur solution de collision calculée. Le radar AN/MPQ-65 passe en mode burn-through, concentration maximale de puissance sur un faisceau directif unique, une énergie si dense qu'elle perce le brouillage électromagnétique du Krasuka 4 comme un laser traverse du verre fumé. Pour une fraction de seconde, le pistage se stabilise, les données de trajectoire sont nettes. Les 2 premiers PAC-3 MSE sont dirigés vers le leurre. Le premier l'atteint à 40 km d'altitude. L'impact est une libération d'énergie cinétique équivalente à une explosion de 80 kg de TNT. Le leurre se désintègre en un nuage de débris métalliques incandescents. Mais les 2 véritables ogives Iskander-Med sont toujours en vie. Elles ont utilisé le nuage de débris comme bouclier passif et continuent leur descente. Il ne reste plus que 5 km. Moins de 4 secondes de vol. Les lanceurs patriotes sont en cours de rechargement. Délai de recyclage, 8 secondes minimum. La réponse verticale. À 80 km de là, dans un champ de blé polonais, l'un des camions Typhon reçoit les coordonnées de tir depuis le réseau Link 16. Il n'allume aucun radar, il ne trahit aucune position. Il tire simplement. Un SM-6 Dual 2 jaillit de sa cellule de lancement verticale et monte à Mach 3,5 vers la haute atmosphère. À 30 km d'altitude, il se retourne et commence une plongée verticale sur les 2 Iskander F qui descendent en dessous. Le SM-6 chasse ses cibles depuis le dessus.
un angle d'attaque pour lequel les Iskander-M ne sont pas conçus pour manœuvrer. Le premier Iskander-M tente une ultime manœuvre évasive terminale, déviant à 25 G. Son système de guidage inertiel recalcule, ses gouvernes s'inclinent. Le PAC-3 MSE numéro 3, qui attendait ce mouvement, active ses moteurs de manœuvre latérales, une série de micro-propulseurs disposés en anneaux autour du fuselage. L'intercepteur corrige sa trajectoire en 0,04 secondes et percute le corps de l'Iskander-M de plein fouet. L'ogive à charge pénétrante n'a pas le temps de s'armer. L'ensemble de la structure est vaporisé. Le deuxième Iskander-M est à 2000 mètres du sol. À 3 secondes de l'impact, le SM-6 plonge depuis l'altitude. Son autodirecteur infrarouge, un capteur IIR miniaturisé logé dans le nez du missile, verrouille la signature thermique du moteur de l'ogive russe. Il n'a pas besoin de données GPS, il n'a pas besoin du réseau Link 16. Il voit sa cible directement. Les deux missiles se rencontrent à 600 mètres du sol. La batterie Patriot ressent la vibration dans ses châssis en acier, mais le bouclier tient. L'OTAN vient de dépenser 20 millions de dollars en intercepteurs pour neutraliser quelques minutes de feu russe. C'est une victoire coûteuse. La ligne NATO est encore debout. La riposte navale. Le commandement russe comprend immédiatement la leçon. Tant que les Américains défendent depuis le sol, cette partie d'échec peut durer indéfiniment. Il faut ouvrir un nouveau vecteur d'attaque, un axe que le réseau Patriot Typhon ne surveille pas. 4 corvettes de classe Teregushi 2 appareillent du port de Baltisk. Ces navires de 2200 tonnes sont rapides, 27 nœuds, furtifs et lourdement armés pour leur tonnage. Missiles antinavires P-800 Onyx, missiles de croisière calibre 3M54 et systèmes de défense aérienne S-350 Vityaz. Leur mission ? Atteindre les 180 km nécessaires pour mettre les lanceurs Typhon dans l'enveloppe de tir de leur calibre. En formation serrée, les corvettes remontent vers le nord-ouest. Leur radar de conduite de tir Minéral ME balaie l'horizon. Le système S-350 Vityaz crée un parapluie de défense aérienne mobile au-dessus de la flotte. Ce qu'ils ne voient pas. 10 camions 8x8 embusqués dans une pinède à 16 km de la côte polonaise. Chacun porte 2 missiles NSM, Naval Strike Missile. Le NSM est une arme d'une sophistication redoutable. Il ne guide pas sur le radar, il guide sur l'image. Un autodirecteur infrarouge IIR logé dans son nez capture la signature thermique d'un navire et la compare à une bibliothèque de silhouettes préchargées en mémoire. Il reconnaît la différence entre un destroyer, une corvette et un ferry civil. Si le navire ciblé déploie des leurres, chaffes, fumées, decoys infrarouges, le NSM ignore le bruit et reste accroché à la chaleur réelle des turbines. 6 NSM sont lancés simultanément. Ils descendent vers la mer à une altitude de vol de seulement 1,8 mètres au-dessus des vagues. À cette altitude, la courbure de la Terre et le clutter radar généré par les crêtes des vagues rendent les missiles pratiquement invisibles pour les radars de surface des corvettes. Les navires russes ne les voient pas arriver. Les NSM suivent une route en baïonnette, approche latérale par le travers droit de la flotte depuis un angle non surveillé. La corvette de tête détecte les signatures moteurs des missiles à 800 mètres. Ces canons AK-630M, des Gatlings à 6 canons de 30 mm cadencés à 5000 coups par minute, entrent en action et créent un rideau de métal dans l'air. Trop tard. Le premier NSM exécute un pop-up terminal. Il monte brusquement à 15 mètres d'altitude, puis plonge verticalement dans la passerelle de la corvette, le cerveau du navire. L'impact détruit l'ensemble du système de commandement et les communications chiffrées. Le deuxième NSM reste bas. Il frappe la ligne de flottaison à hauteur de la salle des machines. Les 2 turbines à gaz DT-59 de la corvette s'éteignent. Le navire s'immobilise et commence à prendre de la gîte à bâbord. Les 3 corvettes restantes tentent de rompre la formation. L'une d'elles déploie 2000 cartouches de chaff.
des nuages de feuilles d'aluminium destinés à saturer les autodirecteurs radars. Les NSM les ignorent complètement. Leurs capteurs IIR restent verrouillés sur la chaleur des échappements diesel. Un troisième missile atteint le magazine arrière d'une corvette, la salle de stockage des missiles Calibre. L'explosion en chaîne est visible depuis les satellites SAR du NRO à 220 km d'altitude. Le navire disparaît en moins de 40 secondes. En 3 minutes, la percée navale russe est devenue un cimetière de métal brûlant. Les survivants regagnent Baltisk à vitesse réduite. Leur mission, un échec total. L'étape finale, aveugler la forteresse. La défaite navale n'est que la phase visible. La phase décisive est invisible. À 30 000 pieds d'altitude, 2 F-35A Lightning II de l'USAF opèrent en mode électronique passif au bord de l'espace aérien russe. Leur capteur AN/APG81AESA et leur système de collecte de signaux électroniques AN/ASQ239 Barracuda cartographient en temps réel chaque émission radar russe dans un rayon de 500 km. Fréquence des S-400, position des camions Iskander, coordonnées des systèmes de commandement. Ces données sont chiffrées et transmises par liaison satellite sécurisée, CDL, Common Data Link, à une section de lance-roquettes multiples M270 IMAR, positionnée dans un champ de blé polonais à 65 km de la frontière. Le IMAR reçoit les coordonnées. 6 roquettes guidées, GMLRS, Guided Multiple Launch Rocket System, décollent en moins de 8 secondes. Elles montent à 20 km d'altitude et entament leur phase de descente terminale en guidage GPS/INS avec une précision circulaire probable, CEP, inférieure à 5 mètres. Le site S-400 détecte les roquettes à 12 secondes de l'impact. Ces systèmes de protection rapprochés Pantsir S-1 ouvrent le feu. 30 mm à cadence maximale, missile 57 E6 en salve. L'une des GMLRS est détruite à mi-trajectoire. Son propulseur solide se fragmente en pluie de métal incandescent sur la forêt. Les 5 autres roquettes continuent. La première frappe le véhicule de commandement 55K6E du site S-400, le nœud de traitement des données du radar et des lanceurs. Les ordinateurs embarqués fondent en plastique et circuits calcinés. Sans ce véhicule, les lanceurs 5P85 sont aveugles. Ils ne peuvent ni acquérir ni engager de cible. La deuxième roquette frappe le radar de veille 91N6E Big Bird. L'antenne Phased Array de 11 tonnes s'effondre sur elle-même. Sans ce radar, la zone de couverture de défense aérienne russe sur 350 km passe instantanément à zéro. La forteresse de Kaliningrad n'est plus qu'une collection de métal coûteux et silencieux. Ce que presque personne ne comprend sur le SM-6. Avant que les communications ne soient entièrement coupées, revenons sur un aspect de cet engagement qui n'a quasiment pas été évoqué dans les médias occidentaux. Le SM-6, que vous avez vu intercepter l'Iskander M, n'a pas été guidé par le camion qui l'a tiré. C'est ça, la révolution tactique. Le SM-6 possède une capacité appelée Engage on Remote, engagement à distance. Le lanceur tire le missile, puis transfère intégralement le contrôle de guidage à une plateforme distante, un F-35 en altitude, un drone BAMSD ou même un navire de surface à 300 km. Le camion Typhon qui a lancé le SM-6 a éteint son émetteur dans les 4 secondes suivant le tir et s'est déplacé vers une nouvelle position. Il n'est plus une cible. Le missile, lui, continue d'être guidé vers sa destination par un point invisible quelque part dans le ciel. Les commandants russes ont cherché l'origine des tirs pour couper la chaîne de destruction américaine. Mais dans cet engagement, l'origine du tir et le point de guidage étaient deux choses différentes, séparées par des centaines de kilomètres de vide. Vous pouvez localiser et détruire le camion. Le missile est déjà en route, guidé par un appareil que vous ne pouvez même pas atteindre. C'est la guerre multidomaine dans sa forme la plus pure, ce que cela signifie.
Le cauchemar russe dans cet engagement n'était pas une invasion. C'était le démantèlement méthodique, système par système, de leur capacité à voir, à communiquer et à riposter. Le S-400 est aveugle, la flotte est coulée. Les lanceurs Iskander sont localisés et supprimés, et les camions Typhon, invisibles depuis le début, sont déjà en train de se repositionner vers de nouvelles coordonnées. La leçon pour les stratèges, la supériorité dans la guerre moderne n'appartient pas à celui qui frappe le plus fort. Elle appartient à celui qui reste visible le moins longtemps, tout en maintenant la capacité de tout voir. Les États-Unis n'ont pas gagné cet engagement parce qu'ils avaient plus de missiles. Ils ont gagné parce que leur réseau de capteurs, de liaisons de données et de plateformes dispersées a fonctionné comme un seul organisme, pendant que le commandement russe cherchait encore à comprendre d'où venaient les coups. Dans la guerre moderne, l'invisibilité n'est pas une propriété de l'avion, c'est une propriété du réseau. Et ce réseau vient de prouver qu'il fonctionne. Pensez-vous que les armées européennes sont prêtes à intégrer ce niveau de coordination multidomaine sans la présence américaine? Répondez dans les commentaires.